Bonsoir. Bonsoir. Très heureux de vous accueillir dans cette interview. Donc déjà, pour commencer, donc on est élève à Grenoble École de Management, donc l'école de commerce qui se situe pas très loin. Et donc on est dans l'asso de cinéma qui s'appelle Frames. Et donc on est très heureux de vous accueillir encore une fois pour cette interview. Et donc on va vous demander déjà très simplement, en quelques mots, comment pourriez-vous décrire cette histoire que vous nous avez présentée ce soir? Je vais le faire en 3 mots. C'est une jeune fille qui vit dans un milieu juif orthodoxe, qui est à un moment de sa vie où elle est née là, elle a grandi dans ce monde, et elle n'arrive plus à donner de sens à ce qu'elle fait chaque jour dans sa famille, dans cette communauté. À quoi tu joues, Esther? J'étais où? Tout ce qu'il a construit jusque-là se fissure, vacille, se fragilise, et alors elle sent que quelque chose l'appelle ailleurs, qu'un ailleurs est en train de lui dire il faut que tu t'arraches à ce qui t'a construit, à ce qui a été ta vie jusqu'à présent, parce que quelque part ailleurs, tu vas trouver, en tout cas tu dois aller pour essayer de trouver, redonner du sens à ta vie. Donc en faisant ce voyage avec cette famille, je pense qu'elle doit imaginer que c'est le dernier voyage qu'elle va faire avec ses parents, parce qu'elle va pendant ce voyage essayer de trouver le courage et la motivation de trouver les mots pour leur expliquer qu'elle ne reviendra, qu'elle va tenter de s'écarter de ce monde-là. Ce courage qu'elle vient chercher là, dans les Pouilles, elle va le trouver grâce à travers la rencontre qu'elle fait avec l'exploitant de cette terre, Elio, qui lui n'est pas juif, qui est plus vieux qu'elle, qui a tout à fait tout les sépare, et l'âge et la religion et leur expérience et leur culture et la langue. Ils ont en commun tous les deux cet héritage qui pèse trop lourd sur eux, et cette transmission dont ils sont totalement esclaves. Et dans un effet miroir, lui, grâce à elle, à travers elle, va comprendre combien lui aussi a été prisonnier depuis des années d'une tradition qui n'est pas, dans laquelle il ne trouve plus sa place. Voilà. C'est donc deux êtres empêchés qui vont trouver le courage de tourner leur chaise, comme le film le dit à la fin, c'est-à-dire regarder dans l'autre direction et trouver du sens à leur vie. C'est cet ailleurs, justement, dont vous parlez, cette vie peut-être que tout le monde peut vivre en général, alors que cette communauté juive ultra-orthodoxe est un petit peu une niche finalement dans ce monde. Est-ce que c'est cet ailleurs qui l'appelle, ou est-ce que c'est plutôt une répulsion de ce qu'elle vit, ou les deux? Bien sûr, en fait, quand je dis ce que je disais au départ, c'est que quand elle trouve plus de sens à ce qu'elle répète tous les jours, c'est-à-dire ses prières, ses gestes, ses contraintes, ce dogme qui étouffe sa vie, il y a effectivement, je ne sais pas si c'est une répulsion, c'est un rejet, en tout cas clair, encore une fois je me répète, mais un rejet de ce qui ne prend plus sens à ses yeux. À partir du moment, c'est ce que je disais tout à l'heure dans la salle au public, c'est qu'à partir du moment où tout d'un coup tout ce que vous faites perd de son sens, alors chaque seconde que vous passez avec, dans le milieu dans lequel vous êtes, vous devient insupportable. Mais c'est ça qui était très intéressant, parce qu'au travers de cette conversation entre le public et vous, on a aussi pu un peu nous sortir de ce côté très pragmatique qu'on avait. Même en visionnant le film, on savait qu'on allait faire cette interview, et on avait aussi un peu cette nécessité de voir les éléments, de savoir quelles questions poser, et finalement peut-être un peu moins de ressentir le film. Et finalement, ça nous a un peu remis dans le droit chemin par rapport à votre manière de percevoir les choses, votre perception. Ça nous a un peu permis de aussi nous reconnecter nous-mêmes avec nos sentiments, nos émotions, et pouvoir finalement voir le film vraiment comme une ode à la vie et à la liberté, plus qu'un film qui doit être analysé finalement. Donc ça, c'était très, très intéressant. Le film est un homme, et c'est très juste pour moi, c'est un hymne à la vie, c'est-à-dire
le titre d'ailleurs le dit, c'est tu choisiras la vie. C'est-à-dire que à tout moment, on est ramené à ne pas remettre en question ce que nous avons. Parce que c'est très compliqué d'un moment de comprendre et d'oser dire à ceux qui vous ont fait grandir, qui vous ont donné qui vous ont modelé, de leur dire ok, mais ce que tu m'as donné c'est bien, mais il y a des choses qui ne sont pas pour moi, il y a des choses qui ne sont pas moi. Mais comment ne pas tout jeter? Comment faire la part des choses entre ce que vous êtes et ce qu'on vous a donné? Et c'est pour ça que je fais dire à un moment, en fait je pourrais résumer tout ce qu'on vient de se dire en une phrase. Je pense qu'il faut être infidèle pour continuer à être fidèle à ce qu'on a reçu. Questo secondo me non è kosher. Infatti, 2 millimetri di troppo. C'est bon d'être de retour chez toi, Elio. Je vous accompagne. Normalement, j'ai pas le droit de monter avec un homme qui... Il n'est pas votre mari, je sais. Comme ça, on se voit pas. Vous m'avez regardé. Je vais revenir sur ce titre. Donc il est issu d'un verset, comme on l'a vu au début, vous l'avez bien montré, du Deutéronome. Est-ce que, bon, c'est peut-être une question un peu absurde, mais est-ce que c'est justement ce verset, vous l'avez lu par hasard un jour, ou peut-être pas par hasard, qui vous a inspiré un peu ce film, ou est-ce que justement c'est en tombant dessus vous vous êtes dit ah bah mince, tiens ce verset-là reprend toute l'essence du film que j'ai envie de composer? Je pense que c'est plutôt ça, mais je trouve que le verset en lui-même crée déjà au début du film une tension dramatique, parce qu'on se dit mais qu'est-ce qu'on va nous dire? On va nous dire que le verset il permet déjà au spectateur de lancer les enjeux. Il fait comprendre qu'une jeune femme une jeune femme liée à un monde où le code religieux, où le texte religieux et où le dogme oblige à un mode de vie, ce texte dit, si tu ne suis pas ce mode-là, alors Dieu te punira. Ta vie dépend de cela. Ce qui est terrible et ce qui fait peser sur elle une inquiétude et une culpabilité terrible. Mais c'est ce que je disais tout à l'heure en répondant rapidement à quelqu'un. Trouver sa voie, c'est savoir à un moment dire non à des gens à qui vous portez peut-être, et sûrement même, une certaine tendresse ou une reconnaissance. Et savoir dire non, c'est ce que je vous disais aussi un peu plus tôt, ça ne veut pas dire non à tout, ça veut dire je suis différent de toi, je comprends ce que tu m'as donné, il y a des choses qui resteront toujours graves en moi, mais il y a des choses qui ne me correspondent pas. Je crois que c'est un film, effectivement, d'abord sur l'émancipation, mais déjà et surtout sur la transmission, sur notre capacité à faire notre ce qu'on a reçu et savoir être suffisamment infidèle, c'est-à-dire ne pas reproduire à l'identique ce qu'elle dit pour pouvoir transmettre de la meilleure des manières à ceux qui viennent ensuite, c'est-à-dire à nos enfants ensuite. Il y a un truc que je n'ai pas dit pendant toute cette rencontre, que je trouve intéressante, c'est qui aurait d'ailleurs pu être le titre du film. Je lui fais dire à un moment, quand ils sont à la fin dans ce jardin, je lui fais dire, en fait, elle reprend ce que dit le père au début, il lui dit, mais pour moi, je pense que la sortie de route dont il parle au début, c'est encore la route. Et elle rajoute même, et je le pense profondément, c'est peut-être même la route. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on sort de la route qu'on se met à l'écart de ce qui est bon pour nous. C'est peut-être le contraire. Trouver notre voie, c'est à chaque instant accepter que ce qui semble une sortie de route est peut-être ce qui nous construit et ce qui fait notre route. Ce qui n'est pas le message qu'on nous donne facilement, parce que on a plutôt souvent entendu et reçu l'idée qu'on doit suivre une voie. Mais une voie, c'est pas ça. Une voie, c'est peut-être ça. C'est ça, c'est ça. Nous sommes un peu partout. Et j'encourage, moi, et j'encourage aussi mes enfants, d'ailleurs, c'est ce qu'ils ont fait, puisque mon fils, qui a 24 ans, est parti il y a exactement 6 jours dans un voyage autour du monde, pour 1 an et demi. C'est très dur pour moi, parce que j'aime mon fils passionnément, mais je comprends très bien, je suis tellement fier qu'il ait fait ce choix, courageux,
parce que et pourtant il est brillant, il a fait une grande école d'économie en Italie, la Bocconi, et il est rentré en France et il avait vraiment tout pour, entre guillemets, réussir une vie professionnelle. Mais le mot réussir, on est d'accord après tout ce qu'on se dit, Bien sûr. il est à repenser et en Bien tout sûr. cas relativiser énormément. Et s'il sent que sa vie est ailleurs, ben peut-être que cet ailleurs n'est pas tant ailleurs que ça. Et qu'il ne faut pas craindre cet ailleurs, comme si c'était un ailleurs qui est un lien rompu avec tout ce qu'on a reçu. Je ne sais pas si je suis très clair. Si, bien sûr. Mais c'est se poser la question, c'est mener une introspection, c'est essayer de sortir de soi pour justement trouver son chemin. Voilà. Comme vous l'avez dit, Et là, lui, par exemple, mon fils va le chercher au contact de l'autre, des autres, dans des mondes différents, des cultures, des paysages, des histoires qui ne sont pas la sienne. Parce qu'il sent, j'imagine, hein, je l'interprète comme ça, il sent que son histoire a besoin d'autres histoires pour être... pour lui paraître plus clair, en tout Bien cas sûr. pour lui raconter quelque chose. On est avec les autres aussi, c'est le rapport avec l'autre. Et puis il faut accepter quand on est justement le père que ce qu'on lui a donné n'est pas suffisant, Bien sûr. qu'il a besoin d'autre chose. C'est vrai. Moi, je vais vous poser une question. Moi, ça m'intéresse de vous voir maintenant, après ce film et après ce débat, parce que vous êtes une génération, je pourrais dire que d'une certaine manière, vous êtes la génération d'Esther. C'est-à-dire que vous êtes la génération qui a reçu, qui est en âge de s'arracher à ce à quoi enfin, de ce qu'il a construit, et en même temps, vos parents vous ont raconté une histoire qui est la leur, dans un monde qui était le leur. Vous faites pourtant des études d'économie. Comment vous comprenez, vous, le parcours d'Esther? Est-ce que ça vous paraît une folie? Est-ce que ça vous paraît... est-ce que ça résonne en vous comme quelque chose que vous n'avez peut-être pas osé affronter? Selon moi, je l'ai ressenti comme si vous aviez souligné une espèce d'ambivalence entre la beauté de la tradition, mais aussi la douleur qu'elle peut provoquer, l'absurdité aussi. C'est pas la beauté de la religion juive, c'est... La beauté de la tradition. Elle vit dans un monde assez particulier. Oui, bien sûr. Il y a autant de judaïsme que de juifs, comme il y a autant d'islam que de musulmans. C'est ce qu'on en fait. Il y a des mondes plus ou moins clos, plus ou moins ouverts ou pas à l'extérieur. Cette communauté-là, qui n'est pas pour autant une communauté de fanatiques, mais qui est une communauté qui respecte le texte à la lettre, d'une manière que je considère être assez dogmatique, puisque elle fait peu de place à l'extérieur. Oui, je voulais plutôt préciser cet aspect de la tradition peut-être, mais qui est, comme vous l'avez dit aussi, à double tranchant. Mais justement, Kenza avait perçu ça un petit peu comme finalement une stigmatisation de cette tradition et vraiment avait perçu cet aspect de prison, d'absurdité. Mais j'ai essayé, je ne sais pas si vous l'avez senti, j'ai essayé quand même de faire en sorte que ce ne soit pas un procès, ces histoires. Que ce ne soit pas, que personne ne soit vraiment à charge. Au fond, est-ce que cette Esther, elle fait bien de partir? Je ne sais pas. Elle en a besoin, c'est une nécessité. Elle sait qu'elle doit aller respirer ailleurs, elle sait qu'elle doit aller rencontrer un monde qui vient de s'ouvrir à elle quand elle est sortie de ce bus et qu'elle a commencé à sortir de sa route. Et elle sait que ça ne doit pas s'arrêter là. Est-ce qu'elle a raison ou est-ce qu'elle n'a pas raison? Ça, c'est pas le problème. Moi, je lui donne raison dans ce besoin qu'elle a d'aller au bout de ce besoin et de cette décision. Les religieux, je les stigmatise pas non plus, c'est dur. Parce que j'essaie de faire entendre un discours assez agréable à entendre et intelligent. Voilà, le monde dans lequel ils sont, il est plus discutable. Voilà, mais il y a des gens dans cette salle, je suis sûr, qui aujourd'hui ont dû penser, oui, mais c'est confortable, ils sont bien, ils s'aiment, pourquoi tout casser? Et on peut se poser la question pour Elio, parce que, encore une fois, comme c'est pas un film sur la religion juive, ni sur la communauté de cette communauté, et que c'est beaucoup plus général et universel sur nos héritages, lui aussi, finalement, il a une très belle exploitation, certes, elle est dure à tenir, et les conditions. Alors là, on peut engager d'autres conversations, parce qu'il y a aussi...
C'est marrant parce que certains soirs, il y a des gens qui m'engagent là-dessus, sur les bouleversements de la société, même climatiques. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une exploitation comme celle d'Elio, elle est mise à mal par tout ce qui se passe. On peut aussi se poser la question. Et lui s'entête à reproduire à l'identique ce qu'un père, il y a déjà plusieurs générations, enfin, en tout cas, son père, il y a quelques années, faisait, mais dans un autre monde. Dans un monde où la machine travaillait autrement, où le climat était autre, où la main-d'œuvre était autre. Donc en fait, il faut à un moment comprendre que le monde change, que le monde évolue, que nous changeons, nous grandissons, et adapter nos réponses à ce qui se passe. Ce qu'essaie de lui dire pourtant le vieil intendant qui a été l'intendant de son père, mais qui lui dit mais oh, même ton père il ferait différemment aujourd'hui. Sauf que personne ne sait, sauf Esther à la fin, que son père lui a dit un jour, la vérité elle est là. Ton devoir c'est de suivre ça. Et il y a quelque chose c'est des menottes qu'il lui a mis au poignet. Il n'arrive pas à les sortir, il ne trouve pas la clé. Elle arrive, c'est la clé de ses menottes en fait, on va dire si je vais être très rapide. Donc, mais par moments on ne le voit pas, par moments on ne l'entend pas. Elio n'entend pas Andrea qui lui dit ça, il n'entend pas Sylvia, il n'entend pas Elena Rubini, il n'entend pas tous ces gens-là. Il y a une fille qui n'est pas de son monde, mais parce qu'elle n'est peut-être pas de son monde, elle va lui faire voir les limites, l'impasse dans laquelle il est tombé. Et je ne sais pas si ça vous est arrivé, mais moi ça m'est arrivé. Je me suis retrouvé un jour dans un avion avec quelqu'un qui n'avait rien à voir avec moi. On faisait un voyage ensemble, il a commencé à me parler de sa vie, ça me gonflait un peu. Et à un moment, il a dit une chose, et je me suis dit, waouh, je ne rentre pas dans les détails, je me suis dit, mais donc ce type-là, il devait s'asseoir à côté de moi dans cet avion. Et je pense qu'Esther devait venir passer ces quelques jours à côté de lui. Simplement, il faut se rendre... Je sais que c'est des mots et que c'est pas facile, mais je pense qu'il faut toujours accepter que quelqu'un puisse venir vous fragiliser, parce que cette fragilité, pour moi, c'est une force. Et ce doute que vous installez chez l'autre est en fait le gage d'un oxygène et d'une manière de repenser ce que vous aviez définitivement classé comme une chose indiscutable. Je ne connais rien de ce monde. Mais je peux plus revenir en arrière. Oui, mais on va rentrer après, mais tu descends un peu.